Bonsoir à tous, un grand merci à la French Produit de m'avoir proposé de faire ce meet-up. C'est un premier exercice pour moi, donc soyez un peu indulgents, vous me direz à la fin. Pour parler d'un projet sur lequel, avec une équipe, on a bossé à peu près pendant 2 ans et qui a été post-mortémisé par la suite. Il s'agit du projet WePlay Circular, et quand on a discuté notamment avec l'équipe pour le meet-up, l'enjeu d'attaque c'était plutôt de vous parler qu'est-ce qui fait la difficulté de stopper un projet d'exploration, comme c'était le cas pour WePlay Circular, on va y revenir dessus, et comment on arrive à une décision qui soit la plus acceptable possible, que ce soit pour l'entreprise, mais surtout pour les équipes qui ont bossé sur le projet essentiellement. Donc WePlay Circular, c'était, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un projet qui a été un projet d'exploration pour Decathlon sur un tout nouveau business model qui était l'économie d'usage, un business model complètement nouveau pour Decathlon qui est plutôt sur du business linéaire, à savoir on produit des objets et puis on les vend one shot. Et qu'est-ce qui se passe si on permettait juste aux gens de louer des produits pour leur usage? Et WePlay Circular, c'était un projet complètement dingue qui permettait d'un magasin, par exemple, avec tous les produits Decathlon possibles, qu'ils deviennent le garage de n'importe qui à partir du moment où ils s'abonnaient à WePlay Circular. Il y en a qui ont des enfants dans la salle. Donc quand on a des enfants, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'ils ont des envies qui changent à peu près tous les 15 jours en fonction des copains, en fonction des expériences plus ou moins réussies qu'ils ont eues avec le roller, le skate, les patins à glace, ils veulent se mettre aussi au tir à l'arc. Et souvent, ce qui se passe en tant que parent, on me dit non mais ça va, tu m'as déjà fait le coup avec le skate, on va arrêter là les frais, parce que là aujourd'hui il est dans le garage et on n'en fait plus rien de tout skate. Et pourtant, si ça se trouve, vous avez dans votre famille un futur médaillé olympique. Mais ça, vous ne le saurez jamais parce que vous lui avez un peu bridé le truc sur du roller en disant que non, le skate n'avait pas marché, donc les rollers, on va un peu attendre. Là, c'était permettre l'exploration de tout un tas de pratiques sportives pour la famille avec une accessibilité dingue, puisque avec un abonnement mensuel qui commençait à partir de 25 € par mois, vous pouviez accéder à n'importe quel produit conçu par Decathlon, le garder aussi longtemps que vous le souhaitiez et en changer autant de fois que vous le souhaitiez. Vous avez envie de découvrir le camping en famille, vous n'êtes pas sûr d'être à des routes du camping, vous êtes plutôt hôtel 3 étoiles, mais pour autant il y a un truc, acheter une tente, tout le matos, etc. Trop d'investissement, donc grâce à l'abonnement, vous pouviez vous équiper pour le camping et puis ramener les produits après votre expérience et partir sur toute autre chose. Ce projet d'exploration, pourquoi il a été plébiscité par les actionnaires? Parce qu'il y avait eu un POC qui avait eu lieu en Belgique en 2021, en mode vraiment, quand je dis POC, c'est au sens vraiment très profond du POC, fichier Excel sur 2 ou 3 magasins belges. Ils avaient commencé à permettre aux gens d'aller piocher dans le magasin comme si c'était leur garage. On notait leur nom sur un fichier Excel, ils payaient, pas sur fichier Excel mais presque, et puis ils ramenaient les produits. Il y a eu tellement d'insights qui étaient très positifs sur le POC que le founder, qui s'appelait Luc Tierlink, a réussi à lever des fonds en interne pour aller continuer cette phase d'exploration de ce POC. Et c'est là où moi j'arrive dans le game en tant que lead sur la partie opérationnelle du projet. On cherchait à savoir quoi. Essentiellement, il y avait sur l'exploration, on nous avait demandé 2 KPI essentiels qui étaient savoir s'il y avait une désirabilité du marché, s'il y avait vraiment des gens qui seraient OK avec ce mode d'abonnement et de l'utiliser et de ne plus être propriétaire de produits. Et le deuxième enjeu, vu que c'est de l'économie d'usage, c'était savoir si on était capable de supporter la profitabilité. À savoir, est-ce qu'on est capable de reconditionner les produits pour les remettre entre les mains de nouveaux usagers? Est-ce qu'on est capable de bien les stocker? Est-ce qu'on est capable de les amener au bon point de chute? Est-ce qu'on est capable de garantir une qualité d'usage systématique sur les produits? Tout ce qui est inhérent à l'économie d'usage.
Ça tombait bien parce qu'en 2022, c'était d'autant plus facile de lever des fonds en interne qu'il n'y avait pas encore trop la guerre en Ukraine, c'était un peu au début. Et puis alors l'effet planète, c'était ultra à la mode, les journaux en parlaient, l'économie d'usage, ça devenait un truc qui allait sauver toutes les entreprises de la planète. Arrêter de produire, des taxes que les gouvernements commençaient à dire, oui, pour les produits, pour les entreprises qui vont concevoir des produits, ben, on va de plus en plus vous taxer, donc il va falloir trouver d'autres relais de croissance. C'est comme ça que WePlay Circular est né. Donc, 2 KPI, et vous allez comprendre à quel point ces 2 KPI, désirabilité du marché et notre capacité à supporter les coûts de l'économie d'usage, ont été nos 2 bouées tout au long de ce projet. Donc, désirabilité, est-ce que les gens ont envie d'avoir ce genre de comportement d'achat qui n'est plus basé sur la propriété mais sur l'usage? Et le deuxième KPI, est-ce qu'on est capable de supporter tout ce que ça implique, comme un loueur classique, récupérer les produits, les remettre en service, les reproposer à un abonné, etc. Du coup, on avait les 2 KPI. On monte l'équipe et chaque expert dans l'équipe s'est activé très très fortement pour le projet d'exploration à déterminer dans son sujet d'expertise ses propres KPI. Que ce soit le marketing, que ce soit sur la partie value chain, que ce soit sur la partie force de vente, chaque expert, y compris les juristes, je leur avais demandé d'éclairer ce qu'ils cherchaient à savoir pour être sûr qu'on était capable de scaler à terme ce genre de business model. Ils ont super bien fait le taf. Honnêtement, on est arrivé à peu près à 30 à 40 KPI différents, tout expert confondu. Et ça, c'était fantastique, parce que moi, je me suis dit, purée, génial, on va savoir par itération là où on veut aller, et on va pouvoir corriger le cas échéant, etc. Bon, ça c'était la belle vie, mais ce qui s'est réellement passé, c'est que les KPI, même si on les avait estimés comme essentiels, comme étant hyper incontournables pour être sûr qu'on est dans la bonne direction, ben on s'est confronté à un truc absolument dantesque. Et ben en fait, récolter la data, on n'avait pas de budget sur toute la partie data analyse, impossible, introuvable. Très très compliqué, alors il y avait des KPI qui paraissaient pas si farfelus que ça, mais en fait, au final, il fallait déjà avoir mis en branle tout un tas de mécanismes, je pense notamment au growth marketing. Toute la partie digitale, il fallait déjà qu'on ait un certain trafic pour monitorer des trucs, parce qu'à la base, on s'est retrouvé avec 30-40 utilisateurs, ben c'est une extrapolation de dingue, forcément pour dire qu'on est dans la bonne direction. Donc ça a été vraiment un vrai enjeu et qui a été complexe tout le temps, c'est-à-dire qu'on a toujours, du coup, cherché à rectifier ces sous-KPI et nos KPI, les 2 KPI principaux qui étaient la désirabilité. Ça, on l'a fait excessivement simple, la désirabilité. Quand on a lancé, on s'est dit il faut qu'on ait X abonnements actifs d'ici la fin de l'année. On était à 670, on s'était mis ça comme cible, 670 abonnés actifs qui ont plébiscité WePlay Circular. Et après, notre capacité à supporter les coûts de refit, c'est-à-dire qu'il s'agissait avant tout de savoir, très bien, il y a des vélos qui sont sortis, du textile qui est sorti, combien ça coûte de le diagnostiquer quand il revient, de le remettre en état pour le remettre dans le circuit. Ça a été relativement simple. Et là, très très vite, on s'est aperçu que tous les produits possibles et inimaginables qui étaient dans le catalogue Decathlon, pour rappel, y compris les maillots de bain, étaient accessibles dans le cadre de l'abonnement. Fort heureusement, il y a un truc auquel on ne s'attendait absolument pas, contrairement à tous ceux en interne qui nous avaient dit « Non mais vous êtes dingue d'ouvrir tout le catalogue », c'est là où on s'est vraiment recentré sur le terme « exploration ». Et sur la détermination du MVP, qui était un truc qui me tenait particulièrement à cœur, qui a permis de dire aux conseillers, aux promoteurs ou aux détracteurs « Non, non, mais attendez, en fait, on n'en sait rien, vous en savez rien, donc on part vraiment en exploration, on ouvre tout le catalogue et après on reverra comment on centre, etc. » Sur ce KPI, le KPI qui était les coûts de refit, la bonne nouvelle, c'est que très rapidement, les gens ont plutôt plébiscité du textile, du petit accessoire. Et ça a été une excellente nouvelle, parce que diagnostiquer une kettlebell, ou des haltères,
On peut considérer que ça prend une seconde. Diagnostiquer un vélo de route, c'est pas du tout le même délire. 92% des produits qui étaient plébiscités dans le cadre de Replay Circular n'étaient pas du tout du produit d'équipement. On était sur du petit matériel et du textile. Et ça, rapidement, ce KPI-là, ça n'a même plus été un sujet. 92% sur des coûts de reconditionnement qui avoisinaient les 2-3 euros versus un vélo où on est à 40 euros. Ça sentait très rapidement très très bien. Du coup, par rapport à nos problèmes de data, on a un peu fait comme on a pu. Rapidement, il a fallu redimensionner les KPI, en éliminer certains et constamment essayer de faire la part des choses entre est-ce que c'est vraiment cette donnée qui va permettre de savoir si je suis dans la bonne direction ou pas du tout. Donc sur les 40, peu ou prou, chaque expert est arrivé à 1 ou 2 KPI péniblement et qui ont constamment changé en cours de route. C'est-à-dire que chaque fois qu'on devait highlighter quelque chose auprès de nos conseillers, en fait, quasiment tous les mois, on leur dit non mais alors ça finalement ça n'a pas été possible, on a constamment appris comme ça. Et les KPI fluctuants, ça a été l'un des éléments vraiment très complexes du projet. Surtout que contrairement à beaucoup de projets d'exploration que j'ai pu mener chez Decat, celui-ci, il avait une spécificité, il n'y avait pas de littérature. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment pas de concurrents. Impossible de s'appuyer sur de la data qu'on aurait pu nous-mêmes avoir en interne, à savoir notamment sur la partie e-commerce, c'est quoi le bon taux de conversion, etc. Non, on est sur de l'abonnement, c'est pas du tout le même produit. Il y a de nouveaux indicateurs qu'on n'avait pas du tout qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler, et notamment des indicateurs comme la durée de l'abonnement. La durée de l'abonnement fait partie d'un des incontournables de profitabilité. Plus les gens gardent leur abonnement, et plus c'est bankable pour nous. Mais ça, c'est quoi la bonne durée de l'abonnement? On a essayé tant bien que mal de modéliser. Et c'est comme ça que, bon an, mal an, on a essayé de vraiment trouver le meilleur éclairage possible sur ce genre de business model, avec du coup très très peu d'acteurs. Pour ceux qui s'intéressent à l'économie d'usage, on n'arrêtait pas de nous dire sur LinkedIn, alors il y a eu beaucoup de posts sur LinkedIn sur Replay Circular, oui c'est le Netflix du sport, sauf que pas du tout. Replay Circular, c'est pas le Netflix du sport, c'est plutôt la bibliothèque municipale du sport. Parce que contrairement à Netflix, quelqu'un qui ne paie pas, par exemple, vous lui coupez les accès à Netflix et puis merci, bonsoir, c'est terminé. Là, un gars qui vous a pris pour 1000 € de matériel sur Replay Circular et qui ne paie plus, on ne peut pas juste les accès à rien du tout et on essaie de récupérer le matériel. Et ça, c'était vraiment, vraiment tout nouveau. Et on avait du mal, par exemple, sur un indicateur, un des KPI, c'était l'exposition au risque sur le projet, à se dire, est-ce que c'est OK s'il y a 12% de nos abonnés qui ne paient pas au bout du premier mois, au bout du troisième mois, etc. Non, c'est rien. Donc, on a cherché à se connecter avec d'autres en externe. Il y a un très gros acteur qui s'appelle Le Closet, qui fait de l'abonnement sur des vêtements pour femmes, où vous pouvez avoir 4 pièces, tous les mois vous payez la même chose. Vous sélectionnez 2 pantalons de pull par exemple, vous les gardez aussi longtemps que vous le souhaitez, vous pouvez en changer autant de fois que vous le souhaitez, donc ça c'est exactement comme Replay Circular. Le problème c'est que Ralph Mansour, le patron de Le Closet, était en train de faire une énorme levée de fonds et notamment du rachat, et il m'a dit non mais t'es gentil, Decathlon, je ne vais pas vous livrer un tiers de ce que je fais, puisque mes actionnaires, mes financeurs ne vont pas trop apprécier. Donc on a rencontré 2 petites nanas, et c'est la page pub de la soirée. C'est Libellou, hyper marché niche, hyper confidentiel. Et Libellou, c'est exactement ce que faisait Replay Circular, c'est-à-dire que vous avez un abonnement qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de jeux, de 0 à l'âge adulte. C'est vraiment génial. Pour les gros fondus de jeux qui ont des enfants en bas âge, etc., vraiment, allez-y, vous avez tout un tas, vous avez un catalogue qui est vraiment extraordinaire avec du Montessori, etc. Et vous payez votre abonnement tous les mois tant que vous utilisez leur jeu ou que vous avez envie encore d'en changer. Donc elles nous ont partagé quelques éléments, mais là on a bien vu qu'on était vraiment sur un super océan bleu, à tel point qu'il n'y avait pas aucune terre en vue. Et que même elles tâtonnaient de fou sur l'intégralité de leur KPI.
Et pour autant, elles étaient beaucoup plus avancées que nous. Ça, la gestion des KPI, ça a été vraiment une galère sans nom, qu'on ne pensait pas aussi importante. Mais pour le coup, c'était tellement exploratoire que c'était pas grave. On avait nos 2 KPI chapeaux, notre fameuse bouée, la désirabilité et notre coût de reconditionnement des produits dans le circuit de l'économie d'usage. Donc on arrivait quand même à faire des itérations avec nos abonnés, etc. Mais il a surtout fallu gérer toute la partie fantasme en interne. On était sur un sujet planète. Le founder de Weplay Circular était un super méga lobbyiste qui avait vendu à peu près à tout le monde en interne qu'on allait révolutionner le business model de Decathlon et qu'on allait sauver l'entreprise. Ni plus ni moins, c'était un peu ça. Et là, on s'est retrouvé avec une quantité impressionnante de gens en interne qui voulaient absolument nous aider. Ils voulaient tous nous aider. C'était incroyable. Moi, chaque fois que je faisais une réunion en interne où je présentais le projet, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Que ce soit la conception, que ce soit les juristes, que ce soit l'IT, ils étaient tous complètement en transe parce que ça leur tenait là, que c'était hors considération de je suis dans une entreprise. Et de notre côté, on avait les détracteurs qui n'arrêtaient pas de dire non mais c'est une lubie, ouais, vous avez eu un gros choc-laquetteur qui a été capable de lever des fonds pour financer le projet d'exploration, mais grosso modo, ça vaut rien votre truc. Et là, les 2 bouées reviennent, et une posture d'humilité dans le cadre du MVP en disant ouais, t'as peut-être raison, hein, peut-être qu'effectivement, ça sert à rien et qu'on va faire dépenser une thune pas croyable à l'entreprise si jamais on scale ce genre de projet. En revanche, toi comme moi, on n'en sait rien, et c'est justement ce pourquoi on est là, on doit aller explorer si c'est viable pour l'entreprise de rentrer de plein pied dans l'économie d'usage. Donc des promoteurs qui nous disaient que c'était bullshit et qu'on avait eu de la chance, et des détracteurs et des promoteurs qui considéraient que bien évidemment il fallait nous donner beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et qu'on allait sauver la planète, toutes les entreprises, on allait vraiment révolutionner tout le schéma de pensée de plein d'entreprises dans le monde, on allait faire les petits, etc. Bon. Nous, on était quand même face à tout un tas de Lego parce que dans des projets d'exploration, dans ceux qui disruptent vraiment, on a touché à un truc qui est l'argent. On a touché vraiment au business model, à l'appréhension, au schéma que se fait une entreprise, une communauté de gens sur comment on gagne de l'argent. Et dans l'économie d'usage, c'est un peu comme de l'investissement locatif immobilier. C'est-à-dire que vous allez investir beaucoup d'argent pour acquérir votre bien immobilier, et c'est normal, et que vous allez récupérer votre argent au fur et à mesure des loyers qui vont tomber, de cette récurrence-là, etc. Pour le coup, c'était pas clair ni pour nous, encore moins pour l'entreprise. Donc il a fallu modéliser un nouveau business model avec des choses complètement inconnues chez Decathlon. L'une des choses complètement inconnues chez Decathlon, c'est tout ce qui est récurrence de paiement. Ça équivaut peu ou prou à un crédit à la consommation de gérer des abonnements, puisqu'on fait rentrer quelqu'un, on lui donne quelque chose contre une petite somme d'argent en se disant que tous les mois, il va venir payer. Decathlon n'avait jamais fait ça. Nous, on est là pour vendre un produit, il y a un passage en caisse, on récupère la thune et c'est bon. Là, on donne les produits, on récupère 25 €, on a filé 400 de valeur de produit. Et du coup, ce business model-là de tout ce qui est crédit à la consommation, complètement nouveau, pour nous déjà, mais pour toute l'entreprise. Et quand il s'agissait d'aller voir les financiers, en leur disant voilà comment on pourrait modéliser, les extrapolations qu'on pourrait faire, ah oui. Ah oui, t'as qu'à faire comme ça, vague produit en croix, éminemment complexe. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième élément constitutif du projet, c'est un truc complètement nouveau aussi, c'était la fraude et les vols. Decathlon n'a jamais eu à se préoccuper du vol et de la fraude, puisque, toujours pareil, si
si la personne n'est pas solvable, quand elle passe en caisse, elle ne peut pas repartir avec le produit. Nous, en l'occurrence, il fallait qu'il soit solvable de 25 €, il pouvait repartir avec le produit. Donc là, pareil, un indicateur supplémentaire sur la profitabilité de ce business model-là et comment on l'extrapole et c'est quoi un bon indicateur de risque. On s'est retrouvé aussi à gérer un stock qui nous appartenait, qui était quelque part, qui devait partir autre part chez les gens et qui devait à un moment en revenir. C'est tout ce qu'on appelle chez Decathlon les flux reverse. Nous, on sait très bien faire du push massif d'un entrepôt vers plusieurs magasins. Et là, on a commencé à dire à toute la partie value chain, mais attendez, en fait, ce que tu sais faire dans un sens, il faudrait que tu sois capable de le faire dans l'autre sens. Et là, pareil, panique à bord, ça veut dire quoi? Ça coûte combien? Est-ce qu'il faut qu'on te dépêche un camion en entier pour faire les flux? Non, mais nous, on est à peu près à 20 produits en retour. Ah oui, ben, un camion divisé par 20 produits, ben, tu es à peu près à 90 € le flux de retour. Ah oui, très bien. Donc là, pareil, il ne fallait pas rester stricto sensu sur ces informations-là, mais se dire, OK, si on doit scaler, on pourrait atteindre quel prix intéressant en termes de logistique et compagnie. Et de la même façon, toute la stratégie de pricing qui était complètement nouveau. Alors, il y a d'autres projets, on pourra en reparler plus tard, mais qui bossaient aussi, qui bossent encore là-dessus. C'est quoi un bon prix d'abonnement? C'est quoi le super prix de l'abonnement? C'est 25 €, c'est 50 €, c'est 90 €. Les gens, on va faire des enquêtes, ce qu'on avait fait des tables rondes, un truc de fou. Toutes nos tables rondes qu'on avait fait avant, puisqu'on était très focus sur la data, pour qu'on soit vraiment data driven. Du coup, on fait tout un tas de tables rondes bien en amont du projet avant de lancer. Et là, les gens nous disent « Purée, génial, j'ai attendu ça pour quasiment toute ma vie. Pouvoir utiliser des produits sans devoir les acheter, etc. » 95% des gens étaient prêts à signer tout de suite. On faisait des réunions en interne et systématiquement on posait la question aux gens « Et si on vous permettait, pour 25 € par mois, d'avoir dans votre garage tous les produits Decat sans les contraintes du stockage en hiver quand vous ne les utilisez pas, etc. » 80% de la salle disait « Mais oui, quand est-ce que vous allez le mettre en place sur Lille, quand est-ce que vous allez le mettre en place à Bordeaux, etc. » Du coup, quand on a lancé ce truc, donc là on était vraiment très focus sur la désirabilité, on s'est dit bah, on va faire de la gestion de la rareté. On ne voulait pas avoir trop d'abonnements pour éviter d'exploser nos coûts puisqu'on acquérait du stock. On était en acquisition de stock, donc on a géré un nombre de places limité en disant bah, attention, les premiers servis auront droit à un abonnement. Et là, grosse douche froide. Toutes les datas en amont, d'études clients, etc., nous disaient que ça allait être un carnage. On a chopé les early adopteurs sur 3 territoires en Belgique. On a eu 125 abonnements. On en avait mis 1000 à dispo. Et là, alors là, du délire. C'est-à-dire que le super côté data-driven, mais oui, on a fait toutes les enquêtes, des études quanti, et je vous assure qu'on a passé un temps de dingue. Un temps de dingue là-dessus, sur cette désirabilité, qui a permis aussi de justifier qu'on se lance, hein, parce qu'on aurait pu avoir des enquêtes qui nous disent « Ouais, non, voilà, c'est terminé, on dépense plus d'argent, le projet, merci, il s'arrête, pas besoin d'aller plus loin. » Mais là, en l'occurrence, pas du tout, les gens étaient super enthousiastes, et quand il s'agit vraiment de s'abonner, eh ben, il n'y avait plus grand monde en fait. Donc on était 150, 170, des campagnes de com digital, un truc de dingue. On avait atteint un coût d'acquisition client qui était de l'ordre de 90 € par tête, hein, ce qui était énorme. Et pour autant, la désirabilité, elle nous revenait comme un boomerang dans la tête constamment. Et du coup, sur tout ce qu'on a mis en place là-dessus, sur l'approche décisionnelle qu'on avait mis en place, il y avait un truc que moi je voulais vraiment, je le voulais vraiment propre dans la phase exploratoire. C'était trop important pour ça, et c'était trop important pour ça, pour la planète. Il fallait que ce projet il soit presque une pépite de gestion de projet.
Donc on a eu une approche décisionnelle vraiment, presque je suis allée à la bibliothèque, j'ai reposé tous les trucs de gestion de projet, d'exploration, etc. Donc on avait mis vraiment un temps incroyable sur la phase de cadrage. La phase de cadrage, on a mis à peu près 2 mois et demi à cadrer le projet. On a vraiment pris le temps. C'est l'un des rares projets sur lesquels j'ai mis autant de temps pour la phase de cadrage. Identifier les experts qui allaient être nécessaires, identifier les datas dont on allait avoir besoin, comment on allait y aller, et constituer notre pool de conseillers pour qu'ils puissent vraiment être sponsors du projet et apporter à chaque fois un éclairage nouveau, etc. Donc, les 2 KPI qui sont notre bouée et une méthodologie MVP, risque perdant minimal, risque gagnant maximal, 3 territoires, 1000 abonnements ouverts, etc. Ah bah là, ça a été un peu du délire. Donc, dans l'approche décisionnelle, on avait mis en place des comités de suivi toutes les semaines avec les experts et il s'agissait simplement de dire, pas de refaire le monde avec le test circulaire. Il y avait plein de gens qui sont chargés pour nous. C'était de dire chaque semaine, ok, on en est où? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Est-ce qu'on rencontre des pépins? Et bien des pépins, on a rencontré tout le temps dans la phase exploratoire, ce qui nous vaut un peu cette route cabossée, mais qui permettait d'être en hyper réaction toujours sur les dernières informations qu'on avait, les dernières datas et comment on allait les ajuster. Et enfin, on avait sur la partie hyper décisionnelle les comités de pilotage. Alors, cette image, je l'ai trouvée sur un site de gestion de projet qui disait comment épater votre comité de pilotage, le COPIL. Typiquement, c'est tout ce que je déteste. Moi, j'étais vraiment pas là pour épater les conseillers qui faisaient partie du COPIL. Dans les conseillers qui faisaient partie du COPIL, j'avais les patrons de chaque expertise et évidemment les sponsors, les financiers. Ce qu'on a bien fait sur le comité de pilotage, c'est que sur les conseillers repartaient toujours avec des choses à faire pour le projet. Évidemment, on exposait là où on en était, la difficulté qu'on avait sur les KPI, les KPI qu'on avait et qui nous permettaient de prendre des décisions. Quand une décision, il y avait 2 possibilités, comme un comité de pilotage très classique, on disait voilà, on hésite entre 2 chemins, on recommanderait plutôt celui-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Mais surtout, chaque fois qu'on avait un point bloquant, c'était la petite liste de courses pour ça, chaque conseiller en fonction de leurs compétences. Et surtout, on n'a pas hésité à remanier le conseil. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais mis des gens hyper politisés, qui allaient pouvoir aussi faire briller le projet en interne. Et là, c'était les premiers conseils, ça a été du name dropping quasiment pendant tout le conseil. C'est-à-dire que moi, je sais, mais moi, je pense que... Et là, je me suis dit, bon, ça va pas du tout, ça nous aide pas vraiment, quoi. C'est un tank sympa, hein, c'est sûr, mais le COPIL, le comité de pilotage, il doit vraiment nous aider à piloter le truc. Et piloter le truc, on était vraiment, pas en pleine tempête, mais la cible, elle changeait un peu systématiquement. Recentrage sur le comité de pilotage avec des gens qui avaient réellement du pouvoir, qui avaient réellement une expertise pour donner un avis très très chirurgical et pour nous aider aussi à sortir la tête de l'eau. Et ça a été l'un des éléments vraiment dans la réussite du projet, même si on l'a post-mortalisé, ça a été vraiment un projet qui a été une vraie réussite chez Decat, parce que justement, les conseillers ont été vraiment des apporteurs de solutions et des débunkers de problématiques. Et puis, il a fallu gérer toute la partie fantasme autour du projet, à savoir constamment redire ce pourquoi on existait. On n'était pas là pour révolutionner l'entreprise, on était là pour explorer si Decathlon était prêt à faire scaler ce genre de business model. Ça, c'était notre fonction et c'était important de le marteler constamment et de marteler constamment aussi nos 2 KPI, désirabilité et notre capacité à supporter des coûts inhérents à ce business model économie d'usage.
On a fait des webinars, on a essayé de défantasmer aussi beaucoup de gens. Les webinars ont eu un succès fou, on en a fait 5 entre midi et 2. On faisait une visio et puis les gens venaient s'inscrivaient pour apprendre exactement WePlay Circular. Et là, ça a été vraiment une super bonne idée de la part de Caroline Matz, qui était la responsable marketing, parce qu'on a compris à quel point il était important sur ce projet-là, mais comme sur tous les projets d'exploration, de vraiment pas lésiner sur la communication interne. Vraiment réexpliquer constamment c'est quoi nos KPI, notre méthodologie, les difficultés qu'on rencontre, revenir régulièrement à la charge dessus et vraiment accueillir les promoteurs comme les détracteurs de la même façon, avec la même approche de vulgarisation et de transparence sur là où on en était. On a également mis en place des key messages parce qu'il y avait aussi plein de gens chez Decathlon qui prenaient la parole sur WePlay Circular. Et tant mieux, hein, c'est super. Mais l'idée, c'était que leur donner des billes factuelles pour justement qu'eux, ils nous aident à casser le fantasme qu'il y avait autour de ce projet d'exploration. On a eu des trucs de fou, comme quoi on avait déjà réussi à démontrer que c'était 10 fois plus rentable que le business model classique. Bon, rien que ça, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi il n'y a pas plein d'entreprises qui se sont lancées avant, puisque 10 fois quand même, ça commence à devenir sympa, c'est-à-dire que quand vous faites 100 millions, bah, grâce à WePlay Circular, vous en faites 100 fois plus, et ça quand même c'est complètement n'importe quoi. Et c'est ça aussi qu'il fallait qu'on éclaire vraiment. Pour autant, c'est un des biais que j'aime beaucoup. Il y en a deux que j'aime beaucoup et qui sont assez proches. Ça, c'est le biais de continuation. C'est qu'à un moment, l'auto-conviction qu'on se fait qu'on est dans la bonne direction et que ce projet, il faut vraiment continuer. Parce que, on tient un truc, on tient un truc. Et il y a aussi le biais des coûts irrécupérables. À quel moment on a tellement mis d'argent que continuer à en mettre, est-ce que ça a vraiment du sens et est-ce qu'on ne doit pas être en responsabilité pour arrêter les frais, vraiment les stopper. Et c'est supra complexe parce que dans l'équipe, on était tous animés par la planète, c'était vraiment notre raison d'être, et pour autant, il fallait vraiment qu'on reste focus sur l'entreprise, celle qui nous fait manger et celle qui fait manger plein de gens. Donc, de l'interprétation qu'on allait faire des datas, on allait avoir des choix très importants à éclairer pour la boîte. Et ça, c'était vraiment notre responsabilité. Et le biais de continuation, vu qu'en plus on avait des KPI mouvants, qu'il n'y avait pas trop de littérature, qu'on avait du mal à extrapoler les datas, bah forcément on se retrouve avec potentiellement une histoire qu'on aurait pu aiguiller dans un sens ou dans un autre. D'où, encore une fois, nos deux bouées, qui étaient la désirabilité, et qu'on a bien martelé, et qu'on s'est bien martelé entre nous aussi. On a trouvé tout un tas de possibilités pour réduire cet effet d'indésirabilité du truc. Plein de raisons dans la phase exploratoire, des choses qu'on a mal faites, des choses qu'on a très bien faites, mais malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'on se doit à un moment d'être hyper clairvoyant là où on en est dans le projet et là où on doit continuer à aller. Et moi, il y a un truc, c'est que vraiment le chef de projet, celui qui porte un peu le truc d'un point de vue opérationnel, ça doit certainement pas être le founder. Mais surtout pas. Le founder, il est super c'est un idéaliste, il va lever des fonds, il va enclencher la première pierre. Mais très rapidement, il faut qu'il sorte du game opérationnel et qu'il prenne quelqu'un quasiment qui n'a pas d'empathie, qui est complètement hermétique à toute la partie émotionnelle, contre vents et marées bien souvent, parce que la tentation est grande de se dire putain on tient un truc, et puis Nespresso finalement il l'avait en 70 le truc, et pourtant c'est parce que pendant 30 ans ils ont cru qu'ils ont eu le succès. Ouais ok. Super, les Nespresso, c'est les biais des survivants, hein. Il y en a un parmi les biais. Et le mindset du chef de projet, moi je ne sais pas faire beaucoup de trucs.
Par contre, s'il y a une chose que je sais bien faire, je n'ai aucun sentiment émotionnel très très fort sur les projets qu'on me confie. Je suis là pour vérifier deux trucs, la désirabilité et notre capacité d'absorber les coûts. Mon équipe n'était pas forcément dans ce mindset-là, et c'était peut-être pas ce qui était attendu. Par contre, c'était bien mon job de à chaque fois ramener vers de la rationalité tout le temps. Même quand les conseillers, parce que c'était le cas parfois, eux ils y croyaient, mais de manière pas fantasmée, mais un peu émotionnelle, et de ramener à chaque fois vers le carré de jeu et ce pourquoi le projet doit continuer ou doit s'arrêter. Et en plus, sur un sujet planète, comme vous l'imaginez, là c'était double combo gagnant pour que les gens soient complètement dingues du truc et interprètent la data un peu comme bon leur envie. On est plein de euros et c'est tant mieux. Du coup, il s'agit là de cette image, c'est évidemment une athlète qui a chuté et qui après a gagné sa course. Pour l'équipe, c'est comment on valorise aussi le post-mortem. Comment on valorise en fait l'échec. Moi, j'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'équipe, on s'était tous réunis et pour le dernier conseil où on était attendu pour un moment avoir une décision de go no go, a été impliqué dans la décision de go no go. Je ne l'ai pas prise toute seule, on s'est vraiment tous concertés, chacun a pu donner son point de vue, de recommandation, avant que j'aille proposer la décision au conseiller. Ça, c'était la première grosse étape, puisqu'après, il s'agissait de rester en énergie et en bonne énergie pour écrire le post-mortem. Le post-mortem, on a pris un mois, vraiment full-time, tous autant qu'on était, c'était dans les budgets du projet, un mois pour écrire le post-mortem. Chaque expert a dit dans sa partie ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qui aurait pu être fait et la recommandation qu'il fait si il pouvait revenir un peu en arrière et le regérer différemment. On a un post-mortem aujourd'hui dont on est... Enfin, moi, j'en suis super fière. C'est pas très intéressant comme littérature, parce que vu qu'il y a un onglet par expertise, il y a 10 onglets où chacun s'est prêté à l'exercice. De manière très très froide, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que des difficultés qu'on a rencontrées, et les difficultés qu'on a rencontrées, c'était aussi pour les équipes qui ont bossé avec nous ou qui ont été en support. Qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils ont œuvré pour que ça marche, ou qui ont fait en sorte qu'on a rencontré des difficultés qu'on n'aurait pas dû rencontrer. Et là, on rentre vraiment dans le scalpel, c'est-à-dire qu'on se regarde bien en face sur tous les sujets. Moi, sur de la gestion de projet, les erreurs, les conneries que j'ai faites, les décisions que j'ai prises que j'aurais jamais dû prendre. Et chacun vient avec le scalpel sur le mort et vient faire peser les intestins, le cerveau. Et l'idée, c'est vraiment comment valoriser ça, et ça a été vraiment une super carte de visite pour l'intégralité de l'équipe. Vraiment, à chaque fois qu'ils parlaient, qu'ils avaient des promoteurs, on a eu des retours quand on a communiqué sur le fait que le projet était mis en stand-by. Moi, j'ai eu des coups de fil. Ouais, les salauds, ils ont coupé les budgets de ce projet, ils n'ont rien compris. Parce que c'était vraiment de cet ordre-là, et je peux l'entendre. Mais là, c'était de manière très sereine de dire non, mais attends, on n'a rien coupé du tout. On a pris la décision en l'état de stopper le projet pour telle et telle raison. Je t'invite à lire le post-mortem. Et le post-mortem, clac, on le renvoyait à chaque fois. Et l'équipe qui a bossé sur le projet a pu systématiquement, c'est parce qu'il s'agissait aussi de recaser certaines personnes, de valoriser leur truc, puis avec un super CV, quoi. Moi j'ai bossé là-dessus, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, ça, qu'est-ce que j'ai super bien fait, ça. Donc au final, c'est comment de cette décision qui était pas facile, on en est tous sortis plutôt grandis et plutôt fiers finalement d'avoir pris la décision. Moi, ça fait partie des trucs
où j'ai beaucoup de gens qui me félicitent d'avoir écrit un post-mortem. Tant mieux. Donc ça a été toute la subtilité entre la raison et le cœur, de bien trouver la balance. Et moi, très clairement, mon job, c'était vraiment de mettre l'impo ici. Ça a été vraiment l'un des trucs les plus importants sur le projet. Et du coup, pour revenir à la question de départ, qui était de dire à quel moment on arrête de s'obstiner. Finalement, la difficulté, elle ne vaut que si les KPI ne sont pas très clairs, si on ne les a pas bien communiqués, et surtout, elle ne vaut si, dans la balance, il n'y a pas quelqu'un qui met le poids sur le rationnel, quoi. Et du poids qui soit pas du rationnel de financier, mais qui soit vraiment du rationnel qui ramène les gens vers ce pourquoi on avait le mandat de faire de l'exploration et ce pourquoi il était important de continuer ou d'arrêter pour l'entreprise. Voilà, moi j'ai fini. J'ai un petit slide finish. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des... J'ai une petite question. Là, on a eu un exemple d'un projet quelque part mort-né, mais qui a été analysé. Est-ce que dans l'histoire, à ta connaissance, dans l'histoire de Decathlon, il y a eu des projets qui étaient mort-nés, mais qui ont été analysés, le cadavre a été analysé, comme tu le dis bien, et qui a redémarré, qui a été une success story par la suite? Est-ce qu'il y a des exemples qui Alors, lui, il n'était pas mort-né. Hein. Lui, il était plutôt bien né. Okay. Mais à un moment, il s'est avéré, si je prends la métaphore du mort-né, il s'est avéré pas très très viable. C'est-à-dire qu'à un moment... non, je vais arrêter la métaphore. Je vais arrêter la métaphore. Moi, j'ai bossé... avant d'être circulaire, j'ai bossé à peu près 8 ans sur des projets d'exploration. Et je suis plutôt considérée, enfin j'étais considérée dans l'équipe d'innovation digitale comme étant Madame Post-Mortem. En fait, il y a souvent un facteur de bon timing qui en inno, qui est, enfin vous le savez mieux que moi, le bon timing, sortir le truc au bon moment, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que les post-mortem ne sont pas des échecs. Parce qu'il y a plein de projets comme ça qu'on a colcaïsés chez Decathlon et qu'on a ressorti des cartons. Et grâce au post-mortem, l'idée c'est d'aller beaucoup plus vite. Celui-ci, il est juste colcaïsé. On a highlighté des trucs, on sait à peu près ce sur quoi on a un peu merdé et sur la maturité du marché, on a tout fait quand on l'a colcaïsé pour quand il devra réouvrir, notamment en termes tech. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, le site il revient, on replug 2-3 trucs. Alors pour les devs, ils vous me tueriez évidemment. Mais en tout cas, l'effort ne serait plus de repartir de la feuille blanche. Moi, il y a des projets qui sont morts et qui ont repopé. Ouais, il y en a un, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la borne de comparateur. Et même moi, j'ai connu. Voilà, ça c'était typiquement un projet d'innovation digitale pour le comment vendre. L'idée c'était, grâce à la techno RFID, on met 2 produits à côté d'un lecteur RFID et sur un écran, on a les caractéristiques de chaque produit. Ce truc, c'était vraiment la joke dans l'équipe. C'est vraiment le truc, ça faisait, je pense que ça a 7 ans ce truc. Bah là, il repop, il ressort maintenant parce que ça a du sens. Parce qu'on est passé aussi d'une digitalisation, moi j'appelle ça la screenisation dans les points de contact physiques, où il fallait foutre des écrans partout, sans vraiment réfléchir à c'est quoi l'intérêt de foutre un écran. Et là, il y avait vraiment une solution qui apportait réellement de la valeur à Madame Michu, qui est, alors je crois que vous l'avez à Campus, c'est un espèce de plot, vous prenez 2 chaussures de run, vous les posez sur le plot, et l'écran devant vous vous dit, bon ben celle-ci elle est plutôt comme ça, vous avez le prix, caractéristiques techniques qui vous permettent de comparer. Ce qui est très difficile en magasin de le faire.
Excusez-moi, si je comprends bien, le modèle économique historique de comme tous les commerces, c'est sur la vente. Yes. Et là, l'idée, c'était basé sur l'abonnement de 25 € sans limite de produits et sans limite de valeur de produits qui est. Si, il y avait. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail de Whippler Circular, je suis désolée, mais ça m'aurait vraiment explosé le truc. Mais là, il y avait 3 types d'abonnements. Pour 25 €, vous pouviez avoir pour 400 € de valeur neuve de produits Decathlon. Vous pouviez les garder aussi longtemps que vous le vouliez chez vous, tant que vous payez l'abonnement de 25 €, et en changer autant de fois que vous le souhaitiez. Sans limite de produits. Pour 400 €. N'importe quoi. Du slip de bain pour le petit dernier, en passant par la raquette de tennis, le petit truc pour faire du tir à l'arc. Parce que le modèle économique, il ressemble plus à un modèle économique anti-consommation. Ça serait plus l'objectif d'une association qui est contre le monde de consommation. Oui. Alors que vous, le but, comme tout le monde, n'importe quelle entreprise, c'est la vente. Et entre guillemets, pour répondre à l'impact écologique ou pour pas polluer, je pense que c'est déjà présent à Decathlon. Il y a des boutiques où le client qui veut se débarrasser de son produit, il peut le proposer à la vente d'occasion. Donc là, tout le monde est gagnant, le produit n'est pas jeté. L'ancien client, il récupère des sous. Le nouveau client qui veut consommer chez vous, qui n'a pas trop les moyens, il peut se le permettre et c'est pas jeté, c'est récupéré. Ouais. Là, c'est dans l'esprit, mais ça reste dans le business. Et là, l'idée que vous aviez, ça ressemble trop à un modèle économique contre la société de consommation, mais ce n'est pas du tout le but de votre entreprise, comme n'importe laquelle. En fait, le but de l'entreprise, il me semble, c'est de faire du résultat. Et la phase d'exploration Whippler Circular devait démontrer que plus on est profitable pour la planète, et plus c'est bankable. C'est ce que fait la location aujourd'hui chez Decathlon, la location notamment sur du vélo, qui est proposé aujourd'hui chez Decathlon dans 8 pays. C'est vous achetez plus le vélo, vous le louez, un vélo enfant, vous le louez le temps que ça vous semble nécessaire d'avoir le 14 pouces pour votre enfant. Une fois que vous avez fini, vous le ramenez, et puis vous prenez peut-être un 16 pouces. L'idée, c'est vraiment basculer d'une économie de la propriété à une économie d'usage en ayant justement un business model qui permette à l'entreprise de continuer à payer ses salariés pour qu'ils puissent manger à la fin du mois. Et ça, c'est complètement possible. Mais un truc de dingue. À condition d'avoir un abonnement très élevé. Oui et non. En fait, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que l'histoire du pricing, elle est complexe. Elle est encore complexe aujourd'hui sur la location. Savoir quel est le bon prix d'une location. Il y a plusieurs façons de le faire. Sur un vélo enfant, notamment, on va faire un produit en croix et on va se dire, au bout de 12 mois, il faut pas que ça dépasse le prix de valeur neuve du vélo. Mais ça, c'est sans considérer d'autres éléments qui sont inhérents à l'usage que chaque personne a. Il y a des considérations de stockage, il y a des considérations de taille qui changent. Aujourd'hui, acquérir un vélo enfant, c'est la certitude qu'on va devoir le revendre à un moment, à moins qu'on ait une fratrie. Mais ça veut dire qu'on fait un effort supplémentaire et on a souvent, nous on était 3 à la maison, j'ai jamais eu un vélo à ma taille. Non, je suis d'accord pour les cas spécifiques. Un vélo, pour un enfant, avec la croissance, forcément ça va être changé. Parce que là, l'abonnement, éventuellement, il peut être intéressant, mais proposer ça à l'ensemble du magasin pour tous les produits, ça me paraît difficile de faire des bénéfices là-dessus. Alors, justement, on n'a pas démontré que 10 fois, mais toutes les extrapolations qu'on a faites sont très très bons à ce niveau-là. Justement parce que c'était des produits qui avait un coût de refit et de diagnostic qui était vraiment très faible. Aujourd'hui, et c'est l'un des enjeux notamment pour Domios, sur tout ce qui est fonte de muscu, la matière première devient tellement hors de prix, devient tellement rare, qu'aujourd'hui, le nombre de tonnes de fonte qu'ils ont en vente, ce modèle-là, il est plus du tout supportable. Donc demain, ça veut dire quoi? On fait plus de business parce qu'on sera plus capable de produire des haltères. Et qui a des haltères chez lui?
Vous en servez? Super. Vous en servez? Voilà. Grosso modo, les alcools en plus, c'est un sizing en fonction de là où on en est dans la pratique. Hein, mais souvent, moi, c'est mon cas. C'est devenu trop léger. Mais en tout cas, ça fait partie de ces produits où on sait pertinemment que le business model linéaire, il est sacrément en danger. Et c'est vrai dès qu'il y a de la matière première qui commence à se raréfier, et c'est un vrai sujet pour une entreprise comme Decathlon sur sa matière première. La ressource, elle va devenir compliquée. Donc, comment on fait pour shifter ça, justement? Justement, original, je reviens sur le pricing, mais pas la même question. Je suis assez surpris que le montant soit aussi peu élevé, sans vouloir partir dans des débats. Typiquement, l'un des objectifs lorsqu'on met en place un abonnement, c'est bon, si le client l'oublie, on ne va pas s'en plaindre. Sauf que là, forcément, quand on est vers des biens que vous devez contrôler, il y a constamment, enfin régulièrement un rappel vis-à-vis du client, parce que forcément, il a vos biens, vous devez les récupérer. Ce que je veux dire, c'est que factuellement, on ne peut pas compter sur cette petite variable, avec un peu de chance, le client va l'oublier, et nous, on fait du revenu constant. Et avec ça en tête, je trouve que 25, c'est léger. C'est terrifiant ce que je veux dire, mais 25, j'ai pas trop de mal à imaginer ça pour un package de chaînes de streaming, surtout à l'heure actuelle, qui est typiquement le genre de choses qu'on pourrait oublier. Donc je trouve le montant assez léger, même pour, de ce que je crois comprendre, il y a quelques années, lorsque c'était en développement. Ouais, non mais c'est une bonne remarque. L'objectif dans le cadre du MVP, c'était, ne sachant pas, on va proposer 3 forfaits. Ça aurait été le plancher. Et ça faisait partie de la vague 2 d'exploration, d'aller vraiment sur du pricing qui était beaucoup plus fité au business model qu'on a construit en apprenant, justement, sur tous ces paramètres nouveaux qui arrivent. Et le pricing, on n'a pas voulu s'en préoccuper. Dans la phase de cadrage, on a fait simple, 25, 50, 90 euros, 3 systèmes d'abonnement. Et c'était vraiment de savoir si les gens étaient prêts à shifter. Alors, et c'est d'autant plus délirant ce que tu dis, c'est que 25 euros pour 400 euros de matos, on n'a pas eu la désirabilité. Je pense que ça fait je pense qu'il y a un effet psychologique entre guillemets néfaste pour quelqu'un qui est mal intentionné. Il se dit, si pour 25 balles ils me laissent 1000 euros, ils ont... Non, 400. Oui, non, mais voilà, mais vous voyez où j'en venir. Si le montant est léger, et qu'il y a la tentation de la fraude, il y a... Mais la fraude... plus c'est léger, plus la tentative de la fraude, enfin plus la fraude va sembler non pas légitime, mais facile à s'en sortir. J'ai du mal à expliquer les faits, mais... La fraude c'est un vrai sujet... alors nouveau pour Decathlon, parce que Decathlon, ça fait un petit moment maintenant qu'ils font de la location, mais c'est un vélo, ski, ce genre de choses. Ouais, il y a la location des vélos, la location de matériel de fitness. C'est vraiment un des éléments avec tout ce que ça implique, du scoring pour laisser passer, pour éviter les fraudeurs, etc. Les gens qui ne seraient pas solvables, c'est un vrai sujet. Et dans le pricing, il vient aussi il a besoin d'être travaillé avec tous ces paramètres-là, trouver le bon pricing. Et franchement, on apprend là j'ai la chance d'être leader à business sur le rental pour Decathlon. Et je bosse notamment avec Sarah, qui connaît très bien le sujet aussi, puisqu'elle elle gère tout le front. Il y a toute une partie aussi d'éducation sur la contractualisation. C'est quoi mes droits et mes devoirs vis-à-vis d'un contrat de location sur un bien physique. C'est pour ça que je préfère faire l'analogie avec la bibliothèque municipale, même si elle est gratuite. Malgré tout, la bibliothèque... On peut oublier de rendre son bouquin. On peut oublier de rendre son bouquin. L'idée, c'est pas que les gens oublient. L'idée, c'est que vraiment, alors ça fait un peu canard WC sans bleu, mais c'est que les gens puissent tout le temps découvrir de nouvelles activités sportives et qu'on soit capable de leur dire « Hey, ça fait un petit moment que tu as le vélo, c'est un 16 pouces, peut-être que le petit vient changer. » Pas ce modèle là-dessus. Mais sur WePlay Circular, on a eu le cas, un poncho de pluie, le gars, il l'a gardé 7 mois. Quoi. Et voilà, ce que je veux dire, la question elle a dû se poser, c'est il a un abonnement de 100 balles, il a un abonnement à 25 euros.
ça fait, je pousse le liste, ça fait 8 ans qu'il n'a pas changé l'article, ça devient rentable de ne pas lui rappeler de. Ah ouais, mais non, c'est un peu comme si sur les cartes cadeaux, ils faisaient un business model en disant que les cartes cadeaux ne seraient pas utilisées. Vous savez, les box, tu vois. Oui, qui sont périmés. Ouais, ça tu peux pas. Il n'y a pas une ligne. Oublie. Ouais, il y avait. Du coup, moi j'avais été sur un projet aussi dans le social, j'ai fait le projet il y a un temps. Et j'ai eu un petit problème qui était assez similaire avec le vôtre, même si le social et un petit peu l'écologie c'est totalement différent, mais sur ce point-là ça m'a assez marqué cette similitude. C'est que moi j'ai eu un problème justement dans cette recherche de data qui était l'intéressement. Est-ce que ça va intéresser un certain nombre de personnes? Et en fait, quand on en parle, les gens sont hyper sympas. Pourquoi? Parce que soit on parle d'écologie, soit on parle de social. Et j'ai vraiment eu cette impression, ce ressenti que personne ne veut aller en contresens, ou même si c'est pas être en contresens, de dire ouais c'est sympa mais j'ai pas forcément envie de l'intégrer. Comme s'ils se sentaient dans l'intérêt de dire qu'ils vont y aller. Oui, oui. Et ça, pour beaucoup de projets que je me suis aperçu aussi en social ou autre, ça amène sur des fausses, finalement des fausses data qui emmènent beaucoup de projets qui vont se cracher. Aujourd'hui, moi j'ai quitté ce projet avant la fin. Je me demande si on arrive à nommer ce genre de phénomène ou si on arrive à anticiper. Je ne sais pas, peut-être qu'avec l'expérience qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à ça? Non, ça très sincèrement, même encore, si on en rediscute avec l'équipe, je crois qu'on n'a pas... Il y a quand même un des biais que, dans le cas de Replay Circular sur les systèmes de l'abonnement qu'on a minimisé, et c'est là où on a manqué de sang-froid, c'est sur le principe du crédit à la consommation. C'est-à-dire les 25 € tous les mois qui vont tomber. Et ce besoin qu'ont les gens de réassurance, on l'a un peu trop minimisé sur ce truc-là. C'est pour ça, dans les recommandations de partir en phase 2 d'exploration, c'était vraiment tabasser le sujet de réassurance, parce que les early adopters, on les a eus, mais quand il s'agit de récupérer les clients classiques de Decathlon et les faire shifter avec nous, en n'ayant surtout pas d'argumentaire planète, parce que alors celui-là il est en 8e intention pour la raison pour laquelle on a envie de bah ça on n'a pas réussi à choper la clé et il y a certainement un gros travail de growth marketing avec une méthode pirate qui nous permettrait d'avoir des paliers d'acquisition et d'avoir des taux de conversion par palier et pas uniquement je suis entré sur le site et finalement j'ai contracté un abonnement parce qu'on n'a pas réussi à saucissonner cette expérience-là pour savoir où est-ce qu'on était bon ou pas bon dans le discours et où est-ce que les gens avaient besoin d'éléments supplémentaires pour vraiment faire le dernier step d'abonnement. Après la question c'est est-ce que ça sera quantifiable un jour, parce que là on touche vraiment malgré tout au sentiment plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est sûr, hein. C'est pour ça que les phases exploratoires, c'est une des frustrations. On avait un truc dans la main qui aurait pu, qui nous aurait permis de vraiment détricoter ce qu'on avait eu comme input de data sur des déclaratifs et venir vraiment les mettre de manière plus chirurgicale en face de la réalité en ayant justement ces paliers d'acquisition qu'on n'avait pas mis en place et qui nous ont manqué pour justement dans le post-mortem être plus fin là-dessus. Ma question elle va un petit peu rejoindre celle qui a été posée, mais c'est comment vous avez interprété justement l'écart qu'il y a eu entre cet effet d'emballement autour du projet et finalement votre KPI de désirabilité qui grimpait pas comme vous souhaitiez, quoi. Et ben là, en fait, j'ai découvert un truc, une incompétence que j'avais, c'est la fameuse courbe de Moore que j'ai découvert bien après. C'est dommage. La courbe de Moore, c'est exactement ce qu'on a vécu et je ne connaissais pas. C'est-à-dire que les early adopters, ils viennent, et que dans tous ces projets-là un peu disruptifs, il y a une faille dans la courbe d'acquisition où c'est le gamin assuré. Et ce pont-là, qui doit être fait en acquisition avec beaucoup d'investissements, d'argent, mais pas que, de compétences très expertes qui doivent venir
faire la réassurance la plus forte là-dessus. Et une chose est sûre, l'un des trucs, on n'était pas visible sur, c'était en Belgique, on n'était pas visible sur Decathlon.be. Et on n'a pas bénéficié du coup de la marque Decathlon qui rassure Madame Michu. Et parce que c'est Decathlon. Et ça, c'est intéressant parce que sur la location, on a beaucoup moins ce phénomène. On n'est pas sur des gens qui ont envie d'innover dans leur économie d'usage. C'est vraiment des consommateurs assez rationnels qui passent par la location parce qu'il y a une accessibilité prix qui correspond à leurs besoins. Mais parce qu'il y a vraiment la marque Decathlon qui est là. Donc, une start-up comme Unibellou, dont je vous ai parlé, eux, c'est d'une violence incroyable parce que ils sont pas adossés à la puissance de frappe d'une marque qui rassure Madame Michu. Donc eux, ils le vivent très très bien, d'où énormément de dépenses pour faire connaître et sur du verbatim client. Eux, ils sont que là-dessus. Je propose qu'on prenne une dernière question, puis après on continue les échanges, mais autour d'un verre qui sera peut-être avec des enfants. Si j'ai bien compris, ça fait 8 ans que tu fais de l'exploratoire, c'est ça? Oui. Et est-ce que la conclusion de tout ça, c'est pas de se dire que l'exploratoire, en fait, à partir du moment où on commence, dès le départ, il faut se dire que ça va mourir, enfin ça doit mourir, parce qu'on est juste là pour apprendre et au final, ton livrable de fin, ton post-mortem, en fait, il est sûrement la chose qui apporte le plus de valeur, enfin, tu vois, la plus grosse partie de la valeur, il est dans tout ce que tu as appris, ou c'est... Non, alors j'ai pas écrit que des post-mortem. J'ai quelques projets qui ont été industrialisés, mais l'une des composantes, je pense, le point commun de tous les projets sur lesquels il n'y a pas eu de post-mortem, c'est-à-dire que le produit est parti dans des équipes pour industrialisation, l'un des composantes, c'était vraiment un besoin hyper clair. Alors ça, c'est facile à dire. Et surtout, un sponsor qui avait tout intérêt à ce qu'on apporte la meilleure réponse à son besoin. Et quand je dis sponsor, c'est pas le gars qui a une super idée et qui veut absolument, parce qu'il est un peu connu et écouté par des gens en interne. Le sponsor, il n'y en a qu'un, c'est celui qui a la caillasse. Il n'y en a pas deux. Et ça, c'est vrai dans tous les projets. Le gars, moi c'est l'une des questions, il y a des gens qui viennent me voir, qui sont porteurs de projets, qui me disent ouais, comment t'as fait, etc. Et je leur dis bon, ben c'est qui ton sponsor? Oui, c'est lui. Et c'est lui qui finance? Non, parce qu'en fait les financements, on les a trouvés. Non. Bah, arrête tout de suite le projet, parce que s'il y a bien un truc de ça marche pas et qui va colcaliser direct, c'est les sous. Donc non, un projet d'exploration. Mais je crois que je me suis mal exprimé en fait. Si tu veux, même ceux qui ont continué, qui sont partis en industrialisation, pour moi, le projet exploratoire. Ah oui, il doit. fin, ah ouais. Et donc en final, tu vois, c'est plus par rapport au ressenti, comment on reste distant, très rationnel, même pour les équipes, etc. Et de se dire, en fait, ce que je cherche à produire, c'est, ok, ça s'appelle pas un post-mortem, mais tout l'apprentissage que tu as eu sur un projet qui part en industrialisation, il est pareil en fait, il dépasse la valeur du projet lui-même. Et c'est plutôt ce sens-là où de se dire, est-ce qu'au départ, une leçon à apprendre si on se lance là-dedans, c'est de se dire non, mais en fait, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Oui. Et soit continuer. Ah oui, il faut qu'il y ait un go-no-go. Et j'y vais. Et en fait, tu as plein d'exemples de projets qui ont été tués pour renaître tel qu'ils devaient en prenant compte des apprentissages. Et de se dire juste pour que tout le monde le vive bien mieux et peut-être aider tout le groupe à rester très rationnel. Parce que, ouais, t'as raison. Il y avait, dans la phase de cadrage, il y avait une date de go-no-go. Elle était connue de tous, très très en amont. Et surtout, il y a un truc, il y a des mindsets qui... Alors, un projet, il va vivre sa vie, mais il doit surtout changer de capitaine, quoi. Mais c'est fondamental. Moi, par exemple, je suis très très forte pour tout ce qui est maçonnerie. Dès qu'il va s'agir de me préoccuper du papier peint, de la déco, ça ne m'intéresse pas du tout, et puis surtout, je ne suis pas douée là-dedans. Donc, dès qu'il va falloir rentrer dans du run, dans du détail,
c'est pas moi. Et il faut surtout pas que ce soit moi, parce que ça va pas bien se passer, hein, ça, c'est sûr. Mais du coup, ouais, il faut que... C'est pour ça que le côté non émotionnel du porteur, du chef de projet, c'est aussi cette transmission et ce deuil qu'on fait aussi moi, j'ai quelques exemples où à un moment, c'est toi qui accouches d'un bébé magnifique, hein, tu lui apprends à manger et à faire ses premiers pas, et après c'est quelqu'un d'autre qui le récupère, et c'est tant mieux. Mais dès qu'il commence à être vraiment très visible, tous les lauriers tombent sur l'autre. Et ça fait partie de l'exercice de deuil. Et le post-mortem permet aussi de laisser une trace posthume du travail qu'on a fait dessus, pour pas qu'on nous oublie au cas où. Voilà. Mais ouais, t'as raison. Il y a une date où à un moment il faut qu'on se dise les choses et qu'on mette tout en œuvre pour qu'on soit capable à cette date de se dire les choses. T'as carrément raison. Je propose qu'on continue autour d'un verre à échanger s'il y a d'autres questions à passer. Séverine, un grand merci pour ce partage.